Bonjour à tous, bienvenue pour cet atelier sur un retour d'expérience sur le déploiement de nouvelles solutions numériques dans les établissements de santé. Pour cet atelier avec moi aujourd'hui, Géry Pruvot de l'IFUN. Bonjour, donc Géry Pruvot, l'IFUN. Et donc l'IFUN, on aide les solutions de e-santé à s'intégrer, à s'interopérer avec les établissements de santé. Donc mon travail, c'est tous les jours de travailler avec soit les CTO, CPO de solutions e-santé et de les aider dans leur relation avec les DSI pour soit aller chercher de l'information dans les établissements de santé, soit en renvoyer. Et donc on traite on sous-traite finalement toute cette problématique d'interopérabilité. Et Baptiste Truchot d'Omnidoc. Bonjour, vous m'entendez bien? Rapproche le micro. Donc Baptiste Truchot, je suis le président d'Omnidoc. Omnidoc, c'est une solution de téléexpertise, donc d'échange d'avis entre professionnels de santé. Rapproche ton micro. Ok, c'est mieux. Ouais. Échange d'avis entre professionnels de santé, donc c'est une pratique qui a toujours existé mais qui se développe avec la pénurie médicale. Et les outils traditionnels posent des problèmes d'efficacité, de sécurité, de traçabilité et ne permettent pas la valorisation de l'acte, alors que l'acte est maintenant dans le droit commun et l'assurance maladie paie les médecins pour leur téléexpertise. Et donc Omnidoc, c'est une solution qui permet à tous les médecins et tous les services hospitaliers de venir centraliser leur activité d'avis sur un outil adapté à la pratique. Et on accompagne aujourd'hui un peu plus d'une centaine de centres hospitaliers. On est utilisé par 25 000 médecins en majorité libéraux. Et on représente 80% des téléexpertises cotées. Et donc pour ma part, Pierre Luce, je suis responsable de l'ingénierie chez Posos. Donc Posos, nous on propose des outils d'analyse de prescription et de retranscription automatisée, où on va en fait faire gagner du temps aux médecins à la fois dans la saisie des médicaments, de traitements habituels dans les logiciels hospitaliers, et en même temps leur permettre de sécuriser leur prescription en analysant le contenu de l'ordonnance et en l'opposant à des bases de médicaments, des bases d'interaction, de contre-indications et différentes données provenant de à peu près 220 sources de données différentes. Donc on est tous les trois assez complémentaires en termes de marché. On a tous les trois été dans la situation de déployer dans l'établissement de santé un outil numérique un peu original, un peu innovant. Et on souhaitait aussi faire ce retour, donner quelques clés de réussite, quelques exemples aussi de choses qui fonctionnent moins bien. Nous, dans un premier temps, ce qui nous tient à cœur, c'est de rappeler à qui on s'adresse quand on innove dans la santé. Nos utilisateurs, principalement, sont les professionnels de santé, les médecins, les pharmaciens, les infirmières, les aides-soignants, les soignants en général. Mais derrière, le bénéficiaire final, ça reste le patient. Donc notre responsabilité, c'est de proposer un outil qui soit utilisé par les médecins au bénéfice des patients et surtout qui soit conforme à leur pratique. Donc pour ça, il faut travailler avec eux, il faut travailler avec nos utilisateurs. C'est pas rocket science, travailler avec des utilisateurs pour leur proposer la meilleure expérience utilisateur possible. Mais néanmoins, ça reste encore trop rare. Cette réflexion-là. Donc, chez Posos, on a depuis le début passé plus de temps à interviewer des médecins qu'à développer. J'exagère à peine. On a passé des centaines d'entretiens pour déterminer dans quel cas ils avaient besoin d'aide, parce qu'un outil qui les aide quand ils n'en ont pas besoin, ça ne sert à rien. Dans quel cas, quels sont les problèmes qu'ils vont rencontrer pour qu'on puisse développer les fonctionnalités qu'ils attendent. Mais la clé n'est pas d'aller les voir en leur demandant de quoi vous avez besoin. C'est quoi la solution qui vous manque? Peu de soignants sont en mesure de vous répondre précisément. Il y a toujours l'exemple de l'inventeur de la voiture. Personne n'est venu pour lui demander une voiture. S'il avait écouté ce qui était attendu, on lui aurait fait un vélo avec un moteur ou un cheval qui va plus vite. Bref, il n'aurait pas inventé une voiture. Nous, c'est un peu pareil. Personne n'est venu nous voir en nous disant il faudrait un outil d'intelligence artificielle pour retranscrire automatiquement une ordonnance de manière structurée dans notre logiciel à l'hôpital. Non. On a vu les médecins qui nous ont dit on passe 5 minutes par ordonnance juste à taper les noms de médicaments, à saisir les posologies et en plus on se trompe une fois sur 5 parce que l'outil est mal foutu. On a pris ça, on a interviewé plusieurs personnes, on s'est vu que c'est un problème généralisé. Et de là, on a construit
en croisant ce besoin, ces problèmes, avec ce qu'on connaissait de l'environnement technologique, de ce qui était possible, des évolutions de l'intelligence artificielle, des données qu'on avait à disposition. Et on a travaillé sur des solutions comme la retranscription automatique d'ordonnances que propose Posos. Et c'est cette co-construction qui est la clé pour proposer quelque chose de réellement utilisable et qui s'inscrit dans le quotidien. S'il n'y a pas de valeur métier perçue de toute façon, vous aurez beau déployer tout ce que vous voulez à l'hôpital, l'outil ne sera pas utilisé. Dans les systèmes d'information hospitaliers, il y a pléthore d'outils numériques qui sont que très rarement utilisés pour certains. Et donc, l'idée derrière, c'est pas simplement d'être déployé, c'est derrière d'apporter quelque chose aux médecins, aux pharmaciens et derrière aux patients. Merci, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire sur le processus d'innovation, le fait de partir du besoin et de co-construire la solution. Je rajouterai un point qui est spécifique à l'hôpital, c'est la complexité de l'organisation hospitalière et la multiplicité des acteurs. Quand on apporte une innovation à l'hôpital, on ne va pas toucher une équipe, mais souvent beaucoup d'équipes. Il y a les médecins, il y a les autres professionnels de santé, les secrétariats, le bureau des entrées, la DSI, etc. Et ça apporte une difficulté particulière qui est qu'il faut pouvoir répondre aux attentes de chacun de ces acteurs. Donc il faut se concentrer sur l'acteur principal. Donc, dans le cas de la télexpertise, c'est les médecins, bien sûr. C'est un acte médical réalisé par des médecins. C'est eux qui comprennent le besoin, les enjeux, les modalités de la solution potentielle, etc. Et ça a été un écueil par le passé d'avoir dans les solutions de télexpertise passées de proposer une solution qui corresponde à la vision des DSI, mais qui ne viennent pas remplir les exigences de terrain. Mais en même temps, il faut pouvoir combler les attentes des différents acteurs. Et un écueil dans lequel on est tombé, nous, c'est de penser uniquement à ces médecins. Et puis, lors de nos premiers POC, on nous a dit c'est génial votre truc, mais en fait, la télexpertise, une fois sur 3, il faut qu'on propose une prise en charge au patient. Et donc, je suis obligé de copier-coller ça sur un post-it pour mon secrétariat qui doit appeler le patient. Comment vous intégrez toute cette dimension-là aussi dans l'application ? On a le bureau des entrées qui est important dans Omnidoc parce que c'est lui qui va venir coter les actes. Comment on fait pour que ça soit simple et qu'il ait accès aux données de manière sécurisée, etc. Et donc, on a dû progressivement comprendre et intégrer les différentes facettes de l'hôpital. Et quand ce n'était pas fonctionnel, enfin souvent ça a été via une fonctionnalité, leur permettre d'avoir accès aux bonnes données au bon moment. Mais quand ce n'était pas fonctionnel, c'était aussi être capable d'impliquer toutes les équipes en amont dans le processus de décision. Quand on est allé voir la première fois le bureau des entrées en leur disant on a décidé avec les médecins, la DSI, que vous allez dorénavant devoir faire ci et ça, forcément on en a fait des réfractaires à l'innovation. Alors qu'en les intégrant tôt à la réflexion et dans une vision plus large de pourquoi on fait ça et voilà, au service de quel impact médical, sociétal, etc., ça leur permet d'être moteurs et derrière d'être des vrais partenaires dans la généralisation progressive dans l'établissement. Et donc là, effectivement, ce que vous dites, c'est que finalement, il faut discuter avec les éditeurs de solutions générales, discutent avec leurs utilisateurs finaux, qui sont les professionnels de santé, les patients, etc. Que souvent, pour l'intégrer, on a besoin de travailler avec plusieurs services. Et au final, ça multiplie les acteurs, ça multiplie les solutions qui sont utilisées. Et si jamais on veut que tout ça soit fluide, il faut qu'on arrive à faire parler les logiciels entre eux. Et donc faire parler par exemple le logiciel des admissions dont parlait Baptiste avec le logiciel que vont utiliser les soignants, donc le DPI. Et nous chez l'IFUN on travaille sur ces sujets-là, c'est-à-dire ces sujets-là en général font intervenir d'autres acteurs que sont les DSI, qui ne sont pas forcément les personnes avec qui nos clients, les solutions de e-santé vont travailler, parce que vous êtes focus 100% sur l'usage. Et donc, l'IFUN va proposer finalement de gommer ces problématiques-là en mettant à disposition des équipes qui vont être des chefs de projet, qui vont travailler avec les DSI et finalement qui les connaissent aussi. L'IFUN est déployé auprès de 800 établissements de santé en France et on va mettre en place finalement des flux d'interop qui vont permettre à ces solutions de discuter entre elles de manière à fluidifier le déploiement de ces solutions, déployer les usages sans que ce soit un frein pour les utilisateurs finaux. Et puis derrière, ça peut aider aussi les équipes
DSI technique, puisque tous les flux qu'on va exposer vont être toujours structurés de la même manière. Et donc, on va dire, au lieu de gérer 10, 20, 100 projets de déploiement dans les établissements, vous gérez un projet d'intégration avec l'iPhone pour pouvoir être déployé ensuite à l'échelle. Donc finalement, c'est chacun se spécialise sur son secteur, et nous, on va venir finalement gommer toute cette problématique de déploiement. Et parmi ces choses qui peuvent favoriser l'adoption, ça existe depuis la naissance de l'informatique à l'hôpital, mais la numérisation croissante rend l'interopérabilité de plus en plus présente dans les discussions avec les établissements. Baptiste, je te laisse en parler. Oui, merci beaucoup. Donc l'interopérabilité, effectivement, c'est commun à toutes les startups à l'hôpital. Omnidoc, on est dans un cas un peu original puisqu'on a un besoin d'interop en aval de l'usage. Donc Omnidoc, c'est typiquement un médecin libéral qui fait une demande d'avis à un service hospitalier. Le médecin hospitalier se connecte, répond sur Omnidoc à l'avis, et c'est ensuite qu'on a besoin de venir intégrer les données de la télexpertise au système de l'hôpital. Il y a 2 enjeux, c'est un compte rendu dans le DPI pour que quand un patient se rend à l'hôpital, on sait qui a dit quoi et quand, et qu'on améliore la prise en charge. Et puis c'est aussi financier, c'est-à-dire l'hôpital peut être rémunéré pour cette télexpertise, donc il faut coter un acte dans la gamme de l'hôpital. Et donc on a cet enjeu. Le problème, on l'a dit, ça nécessite la construction de connecteurs avec des équipes, les DSI, qui manquent de temps, de disponibilité, et puis ça a un coût. Souvent, leurs éditeurs de gamme, DPI, facturent un coût par connecteur. Et ça, c'est forcément un frein pour les startups parce qu'on veut au départ prouver l'impact de l'innovation auprès des DSI pour justifier derrière un investissement de l'établissement. Et on demande là un coût dès le départ qui peut freiner ou empêcher des projets comme ça. Donc ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a vraiment fait en sorte de ne pas nécessiter d'interop pour se lancer. Donc on a une solution où on met une interface admin dans les mains du bureau des entrées qui va pouvoir faire cette opération d'intégration des données périodiquement et manuellement. Donc c'est pas terrible, mais tant qu'il y a au début d'un projet, il n'y a pas encore énormément de télexpertise, donc ça va. Et ça permet de lancer vite, de démarrer le projet médical, de démarrer la dynamique sur le territoire et derrière de venir prouver l'intérêt de la solution. Et donc on revient voir ensuite les DSI au bout de quelques mois, 3, 6, 9 mois. On a tous les médecins du territoire, les médecins de l'hôpital qui vont dire c'est une super innovation qu'il faut pouvoir diffuser plus largement. Et là, ça vient justifier un élargissement du projet à d'autres services et la mise en place d'interop avec les systèmes de l'hôpital. Et on essaie encore une fois de leur faciliter le travail en ayant le plus possible une solution pré-packagée qui se base sur des flux standards. On travaille d'ailleurs, on est partenaire avec l'iPhone pour pouvoir le faire de manière standardisée et gagner de part et d'autre du temps. Et si besoin, on va vraiment s'adapter aux contraintes spécifiques, aux spécificités de l'urbanisation de l'acteur. Mais on essaie vraiment de simplifier la vie de la DSI pour venir au bon moment, automatiser les flux et permettre un passage à l'échelle. Et c'est très intéressant. On a fait le même choix en fait de disposer d'une version déployable à l'hôpital sans aucune interopérabilité et sans travail de l'établissement. Et dans une deuxième étape, après, une fois que la valeur médicale, la valeur métier a été bien perçue par les équipes, d'avoir un argument complémentaire pour les investissements nécessaires à interconnecter l'application avec le SI hospitalier. Dans la pratique, c'est quoi l'interopérabilité? Ça permet quoi? Ça permet par exemple pour Pozos de ne pas avoir pour le médecin à ressaisir plusieurs fois les mêmes informations relatives à son patient, à ses traitements, etc., qui à chaque fois c'est du temps perdu et c'est un risque d'erreur. Ces données, si on peut les partager, les comprendre, on gagne un temps fou et on s'évite la faute de frappe qui peut avoir des conséquences dramatiques sur une posologie de médicaments. C'est quoi l'intérêt pour une petite entreprise, pour une solution numérique innovante, d'être interopérable dès sa conception? Déjà, ça coûte beaucoup plus cher de faire après. Si vous avez déjà développé votre application, vous avez commencé à la déployer, et c'est seulement à ce moment-là que vous vous posez la question de terminologie, de modèle, de protocole standard, mais vous êtes peut-être passé à côté de choix techniques initiaux qui vous auraient facilité la vie. Si dès le début, vous réfléchissez
comment je peux bénéficier d'un environnement dans lequel je vais pouvoir récupérer de l'information et envoyer de l'information. Non seulement vous gagnez du temps techniquement, mais en plus, vous créez un pool de fonctionnalités, de use cases que vous pouvez utiliser pendant toute la croissance de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que nous, on fait de l'aide à la décision. L'aide à la décision, sur un patient donné, on a besoin d'accéder aux données qui caractérisent le patient, son état de santé, ses traitements. Mais plus on a de données accessibles, plus on est capable de les comprendre, plus on va pouvoir imaginer des nouveaux outils d'aide à la décision pour les médecins. Et en retour, on va pouvoir produire de l'information qu'on va pouvoir pousser vers le dossier patient, typiquement. Donc, c'est pas qu'un côté technique, l'interopérabilité, c'est aussi et surtout une source de fonctionnalité développable. Oui, alors déjà, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Effectivement, c'est hyper important de le prendre en compte dès le début, dès qu'on conçoit finalement la solution. Et j'ajouterais en plus que c'est en train de devenir en plus un élément de market access. C'est-à-dire que je rajouterai un acteur en plus dont on n'a pas encore parlé, que sont notamment par exemple l'ANS, les DNS, qui sont en train en plus d'éditer finalement une doctrine numérique avec des standards d'interopérabilité qui sont en train de s'appliquer et qui, on le voit au travers des modèles de financement qui arrivent, ces modèles de financement vont venir avec des exigences réglementaires. On peut le voir on a pu le voir là, les 2 dernières années avec le Ségur de la santé, donc qui s'est imposé plus aux établissements de santé, aux éditeurs de DPI, aux éditeurs de logiciels de cabinet, de biologie, etc. Mais c'est en train de se déporter vers tout le monde de l'e-santé. On le voit là en ce moment avec la télésurveillance, donc je ne sais pas s'il y a des acteurs concernés ici, mais la télésurveillance va être remboursée en juillet, donc ça crée un nouveau marché, ça crée un financement, mais ça vient aussi avec des exigences d'interop. Donc il y a tout un référentiel, un magnifique fichier Excel de 144 lignes avec des exigences réglementaires qu'il va falloir valider avant de pouvoir commencer à commercialiser et à rentrer dans le cadre de ces financements-là. Et ça, on le voit, ça s'applique à la télésurveillance et c'est en train de s'appliquer à beaucoup d'autres cadres de l'e-santé. Et ça viendra soit avec des financements, soit avec des opposabilités ou des choses comme ça. Donc c'est important de le prendre en compte effectivement dès le départ pour pouvoir valider les usages et valider aussi le modèle commercial. On a vu l'interopérabilité comme assistance au déploiement, comme facilitateur du déploiement. Il y a un point extrêmement important aussi pour un déploiement réussi à l'hôpital, c'est l'accompagnement. Le problème principal, le plus gros frein qu'on rencontre en tant que solution numérique, c'est le manque de temps de nos interlocuteurs, à commencer par les directions des systèmes d'information dans l'établissement de santé, qui sont très souvent surchargés entre les demandes du quotidien, d'infrastructures de l'établissement, les dizaines de startups qui les contactent, les obligations légales, les Ségur, tous les outils qui sont obligés de déployer. Je discutais avec un ancien directeur d'hôpital qui me dit il y a 60% du temps de la DSI, c'est gérer le quotidien de l'hôpital. 60% du temps, c'est gérer les obligations nationales. Et le reste du temps, c'est pour les solutions numériques innovantes. Et le problème, c'est comment nous, en tant que start-up, on peut arriver et réussir à se déployer. Il faut en fait être là pour eux et être là à leur place. C'est-à-dire proposer des solutions clés en main, proposer des kits de développement, principalement pour les éditeurs, parce que les éditeurs qui sont déjà installés sont souvent des interlocuteurs indispensables pour pouvoir travailler avec eux, pouvoir intégrer notre logiciel dans leur logiciel, qui est celui utilisé au quotidien par les médecins. Si vous avez une super solution, mais qu'elle n'est pas accessible directement en un clic dans le logiciel déjà existant et déjà utilisé par les médecins, tout de suite, vous allez avoir un frein. Donc il faut travailler avec ces éditeurs, qui eux non plus n'ont pas le temps, parce qu'ils travaillent sur le Ségur, ils travaillent sur ces choses-là. Donc il faut venir avec un kit de développement, il faut leur dire voilà, c'est simple, vous cliquez,
vous avez une ligne à rajouter, un bouton, vous faites un appel contextuel, ça marche. Si vous n'êtes pas avec ça, déjà, vous allez avoir beaucoup de mal à vous intégrer dans ces outils. Et il y a un dernier point, c'est le côté, on ne peut pas forcément venir avec une solution parfaitement déployée, complète, immédiatement, parce que c'est trop lourd à déployer. Et donc, il faut avoir une démarche itérative où on va commencer par la version qui n'est pas intégrée. Et on en parlait tout à l'heure, les soignants vont dire mais c'est vachement bien, il faudrait que ça soit intégré dans notre logiciel. Et donc là, vous pouvez revenir voir la DSI en disant bah, il y a 3 services dans l'hôpital, ils voudraient que ça soit intégré, voilà comment on peut faire. Et on rajoute comme ça, itérativement, du contenu, des fonctionnalités, une profondeur d'intégration qui va venir au fur et à mesure. Côté support important, les soignants n'ont pas le temps d'être formés et pourtant il est indispensable de les former. Comment on fait? Eh ben, on trouve quelques référents, les chefs de service, des médecins avec un peu plus d'ancienneté, un peu plus d'aisance dans le numérique, parce que tous les médecins ne sont pas à l'aise dans le numérique. Et on va former ces personnes-là et on va les charger de diffuser la connaissance derrière au quotidien. Il faut dès le début que ça soit très clair sur comment on forme, qui on forme. Et sur le support technique, il faut absolument se mettre d'accord avec les DSI, avec les éditeurs tiers. Quel est le point de contact? Parce que le médecin, quand il aura un problème sur l'outil, il ne va pas aller appeler 3 personnes pour avoir la solution, il va appeler sa DSI. Et donc, il faut que ça soit clarifié dès le début comment ça fonctionne. Ouais, je te rejoins sur tout ça là. Par rapport à ce que j'imaginais il y a 4 ans quand j'ai commencé OmniDoc, c'est l'hôpital est une organisation beaucoup plus complexe et imparfaite que ce que j'imaginais. Et je pense que beaucoup d'entreprises, et l'information circule beaucoup moins bien. Donc il y a une vraie barrière entre les médecins et la DSI, mais aussi entre les services. Souvent, ils ne sont pas au courant, etc. Et souvent, en fait, si on veut apporter avec succès une innovation à l'hôpital, il faut venir combler une partie des imperfections de l'hôpital. Et ça veut dire aider à la circulation de l'information, j'en parlais au début. Ça veut dire aussi venir répondre au manque de temps et de disponibilité des équipes et combler une partie des rôles. Et effectivement, la DSI, est particulièrement ces dernières années, avec toutes les évolutions internes et externes, les DSI sont en grand manque de temps. Et donc, il faut pouvoir déployer sans leur prendre de temps. Et en pratique, on essaie, nous, de nous occuper de tout, c'est-à-dire le cadrage avec les équipes médicales, la formation des médecins, secrétariat, bureau des entrées, le support, la communication à l'extérieur de l'établissement, de façon à ce que une mise en place ne leur coûte rien et que ça soit jamais un frein, que leur manque de temps ne soit jamais un frein au démarrage des projets. Après, de toute façon, si on veut que OmniDoc, la télexpertise, devienne un vrai projet d'établissement impactant sur la majorité des services, il faudra un partenariat fort entre la direction des services informatiques et OmniDoc. Mais ça ne se fait que dans un deuxième temps. Lorsque les premiers projets ont marché, la motivation est extrêmement forte, il y a une force interne et c'est ça qui va justifier le fait de consacrer du temps et on va vraiment dans un deuxième temps venir définir avec la DSI des objectifs de diffusion, des moyens d'action communs ou une répartition des moyens d'action. Et ce partenariat, il est très fort. On définit exactement à qui on va parler, même comment on parle d'OmniDoc. Et c'est pas pareil entre 2 établissements parce que les DSI n'ont pas les mêmes objectifs ou la direction de l'établissement n'a pas les mêmes objectifs. Et c'est ça qui va permettre dans un deuxième temps de vraiment généraliser et tirer tout ce qui est à tirer de la télexpertise pour un établissement. Voilà, donc effectivement, vous l'aurez compris, l'objectif quand on va déployer, quand on souhaite déployer l'usage au-delà des premiers projets, des premiers POC, c'est d'arriver avec une stratégie de déploiement et qu'elle soit intégrée dans l'offre finale. C'est-à-dire que j'ai effectivement ma solution qui résout tel cas d'usage, mais voilà comment je vais la déployer à l'échelle dans vos établissements et voilà pourquoi ça va vous faire gagner du temps et que ça va être le moins de coûts possible pour tous les interlocuteurs qu'on a cités. Et moi, je peux parler de l'interlocuteur du persona DSI, puisque c'est vraiment notre persona principal. Nous, on arrive en disant, on s'adapte à l'urbanisation de votre système d'information. Donc, vous nous envoyez le flux de n'importe quelle manière, on va s'adapter pour le récupérer. Et ensuite, vous ne le faites qu'une fois. Vous ne le faites qu'une fois et ensuite, nous, on va s'occuper d'aller derrière le redistribuer à, vous utilisez 5, 10, 15 solutions e-santé, on va s'occuper d'aller redistribuer derrière ces flux et finalement, vous n'avez plus que du travail finalement
administratif dans le sens où vous avez à signer les annexes RGPD avec ces solutions-là pour qu'on puisse derrière le déployer à l'échelle. Et derrière, on leur met à disposition des chefs de projet qu'ils connaissent, avec lesquels ils ont déjà déployé plusieurs solutions, qui parlent le même langage. Et donc finalement, pour eux, au final, ils se disent, bon, je vais faire le travail une fois, mais derrière, il va être réindustrialisé. Et on a vraiment travaillé sur tout le discours, essayer de travailler sur comment on peut leur faire gagner du temps, quoi. Et donc, voilà, sur ce sujet-là. Merci. Donc pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est il faut que la solution numérique à déployer pour que ça se passe bien, il faut que la valeur métier soit clairement perçue par tout le monde, et à commencer par les utilisateurs. Il faut une solution qui s'intègre au mieux dans la pratique au quotidien, à la fois fonctionnellement et techniquement derrière. Et je pense, pour résumer, sur l'accompagnement, il faut être là pour faire aussi gagner du temps au DSI et aussi avoir une adhésion, un portage, j'ai envie de dire presque politique au sein de l'établissement pour que du temps soit dégagé pour le déploiement de votre solution. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Oui, je vous en prie. Bonjour, Myriam Elakraoui, je suis chef de projet de ces patients informatisés pour Elena Santé. Je suis aussi une ancienne soignante, infirmière de profession. Je voulais savoir dans quel établissement vous êtes déjà déployé sur les 3 solutions. Ce package de oui, solutions. l'IFUN, on est déployé auprès de 800 établissements de santé en France, à peu près moitié public-privé. Chez les privés, les grands groupes Elsan, Ramsay, Almaviva, Vivalto et d'autres. Et après, côté public, des établissements indépendants, mais aussi pas mal de CH. La question, c'était est-ce que le package là, que vous venez de nous présenter, vous l'avez déployé Omnidoc avec Posos, alors oui, on travaille avec Posos et Omnidoc. Combien exactement ? On lance les premiers projets avec Posos et avec Omnidoc, on a combien ? C'est le premier établissement, c'était il y a 6 mois à Bayonne. Et donc au CH de Bayonne, c'est via le modèle de l'IFUN que automatiquement les actes et les comptes rendus sont ajoutés au système. Et ça, on est en train de le répliquer au CHU de Limoges et dans pas mal d'autres établissements aujourd'hui. Nous, c'est notre méthode privilégiée. Et donc on pousse au maximum et de plus en plus les DSI ont les mêmes intérêts, quoi. Et pour répondre à la première question, on est dans une centaine d'établissements, donc 9 CHU, dont le CHU de Limoges que je viens de citer, mais ailleurs, Rennes, Lille, Toulouse, etc. Alors pour Posos, on a eu un modèle de développement un peu particulier, puisqu'initialement, on n'adressait pas directement les hôpitaux en tant que tels. On a à peu près 70 000 médecins utilisateurs sur notre application. Depuis qu'on a commencé à contractualiser directement avec les établissements, on est déployé dans 3 établissements et on en a une dizaine en cours de déploiement, dont Bayonne d'ailleurs, sur 2 solutions qui sont à la fois la solution historique de décision médicale, qui est l'analyse de prescription. On a un outil de conciliation médicamenteuse aussi qui est beaucoup plus récent, qui n'a pas encore été déployé, mais qui fait partie des déploiements à venir. Et en fait, on va aller s'intégrer, nous, indirectement à travers les éditeurs, à travers les DPI, puisque notre solution de retranscription de l'ordonnance va directement être intégrée dans les DPI. On travaille en ce moment avec les principaux éditeurs qui sont Dedalus, Software, pour être intégrés dans leur DPI. Ce ne sera pas directement Posos, mais ça sera à travers d'autres outils. Bonjour, merci pour cette présentation. Je suis Rafik Naman, laboratoire pharma Kyowa Kirin. Juste une petite question, vous avez parlé d'un certain nombre de difficultés pour intégrer le marché des hôpitaux, notamment les hôpitaux publics, et surtout cet aspect pour que les médecins ou les corps soignants, en tout cas, utilisent les outils. Qu'est-ce que vous proposez, en tout cas, comme incentive pour que ça soit adopté? C'est une formation, c'est une communication?
Voilà. C'est une excellente question. En fait, on peut avoir le meilleur outil du monde avec la valeur métier la plus évidente. Si en face, les médecins ne savent pas qu'il existe, ils ne vont pas l'utiliser. Je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'outils déjà déployés dans les hôpitaux. Quand vous allez dans un DPI, il y a souvent un petit menu déroulant avec une liste longue comme le bras d'outils vers lequel rediriger le médecin. Si votre outil n'est qu'un item de plus dans cette liste, vous n'aurez pas beaucoup d'usage. Il y a plein de choses qu'on peut faire là-dessus. Déjà, c'est avoir une intégration encore plus poussée. C'est-à-dire que ça soit évident. C'est-à-dire que votre outil, il a une fonctionnalité qui a une valeur ajoutée qui est telle que ça peut que s'intégrer pleinement dans la pratique parce qu'il va y avoir, je ne sais pas moi, des libellés particuliers, des alertes, mais pertinentes, qui vont s'afficher, des choses comme ça. Après, il y a l'accompagnement du déploiement. On parle de communication en interne, de formation. C'est la clé principale pour que votre solution soit connue. Il y a un dernier point important qu'on n'a pas forcément évoqué, mais la multiplicité des solutions fait que des fois, il y a des recoupements en termes de fonctionnalités. Et il n'y a rien de pire, en fait, parce que le médecin va se dire, mais c'est laquelle des deux la mieux pour mon cas? Il y a un problème de confiance assez rapidement qui va naître. C'est, mais attendez, si on a mis plusieurs outils, est-ce que ça veut dire que celui-là, il était peut-être pas terrible, pas génial? Et c'est un sujet encore plus large qui mériterait un atelier à lui seul, qui est le fait de la confiance dans les solutions que vous allez déployer. Et donc, j'ai envie de dire, il faut communiquer fortement, et là, ça demande un peu un portage politique aussi au niveau de l'établissement pour que le service communication travaille avec vous sur comment on diffuse la connaissance, comment on forme les utilisateurs. Mais on en revient quand même toujours au fondamental qui est, il faut que votre outil soit tellement utile qu'une fois que le médecin l'a testé, il ne puisse plus s'en passer. Parce qu'il voit la newsletter, il voit le flyer à la cantine, il essaye, s'il ne comprend pas à quoi ça sert, il ne réessayera pas. Ouais, je peux rajouter quelque chose. Donc, Omnidoc, c'est vraiment une solution de téléexpertise, donc un acte médical. Donc de toute façon, on ne peut rien faire sans l'accord des médecins. Même si un directeur ne pourrait jamais aller voir ses équipes et dire maintenant il faut déployer Omnidoc. Au mieux, il dit rencontrez l'équipe, on est en train de déployer la téléexpertise avec eux, rencontrez-les. Donc c'est vraiment une décision médicale et ça ne peut partir que d'eux. Et pour arriver à les embarquer, il y a un enjeu qui est... ça doit répondre à un besoin, on en parlait au début, ça doit répondre à un besoin. Nous, on leur dit combien de fax, combien de courriers, de coups de fil vous recevez par jour des médecins de ville. Et ça, vous pourriez le traiter beaucoup plus efficacement. Ensuite, il faut aller à leur rythme. Et ce n'est pas forcément le rythme de la start-up. On aimerait diffuser très rapidement dans tous les services de l'hôpital, mais tel service est surmené, tel service vient d'avoir un congé mat, tel service ne voit pas trop l'intérêt. Donc, il faut prendre le temps que la machine se mette en marche, qu'ils en entendent parler par leurs collègues, par les médecins du territoire. Et je pense qu'un des éléments clés pour nous, c'est d'avoir une solution qui est très configurable, mais qu'on va configurer pour eux, donc pour que ça reste extrêmement simple pour eux, mais qu'ils aient pris les décisions et que la solution corresponde à leur organisation et pas l'inverse. Donc c'est des choses bêtes, mais certains services veulent avoir les internes en première ligne, pour d'autres c'est hors de question. Certains services veulent donner tel rôle au secrétariat, pour d'autres ils n'en ont pas ou le secrétariat est débordé, ils veulent collecter tel type d'informations ou non. Et donc c'est extrêmement important que la solution corresponde à ce qu'ils envisagent de faire, ce qu'ils font déjà pour beaucoup de manière informelle. Et donc on a cette phase de cadrage où on commence par faire un mini audit de leur activité d'avis informel, comprendre s'ils veulent rester sur cette organisation ou la changer, et puis ensuite on leur met en place une solution sans qu'ils aient à comprendre toute la complexité des configurations possibles. On leur met en place une solution qui correspond à ses besoins. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, bonjour. Yannick Legal, je suis consultant en e-santé. Par rapport à ce que tu as évoqué sur la nécessité d'adapter un petit peu à la carte chacun des déploiements, alors je ne sais pas comment poser la question en termes de modèle économique. Pour vous, comment c'est soutenable justement d'être dans une logique à la carte parce que chaque établissement effectivement fonctionne de manière différente et donc a des attentes spécifiques. Alors, donc effectivement, il ne s'agit pas de venir développer une fonctionnalité pour un service dans un hôpital. C'est d'ailleurs un énorme enjeu que de recevoir énormément de besoins et derrière d'être capable de bien
sélectionner ceux qui sont pertinents dans beaucoup de cas. Donc quand je dis qu'elle est configurable, ça ne veut pas dire qu'on va faire des développements spécifiques, c'est plutôt que, un exemple tout bête, il y a beaucoup de services qui veulent qu'on puisse solliciter directement un des médecins. Parce que le docteur Dupont, il est fort sur tel sujet, il a ses correspondants, il veut qu'on le sollicite directement. Mais il y a peut-être la moitié des services pour qui c'est impensable parce que c'est trop compliqué à organiser. Dupont part en vacances ou quitte l'établissement, il reçoit des demandes, personne ne répond, le contrat de confiance est rompu, etc. Donc c'est un petit truc bête, mais il faut que le service puisse décider ou non est-ce qu'il accepte les demandes nominatives. Et donc au fur et à mesure des déploiements, on recueille énormément de besoins, on ne se précipite pas, on attend de voir ce qui est quelque chose d'assez fort et structurel, parce que parfois ça peut être un besoin exprimé en raison d'un autre outil utilisé par le passé mais qui ne se transpose pas sur Omnidoc. Et quand on est sûr, confiant là-dedans, on le déploie et on permet cette configuration de départ. Et ça évite effectivement d'avoir pour avoir un coût faible et pour que la solution puisse se déployer très largement, il faut qu'on soit capable d'avoir pas autant de solutions que d'acteurs. Oui, je voulais juste ajouter un point. Je partage évidemment la nécessité en fait de faire un travail de réflexion sur le produit qui se nourrit des demandes spécifiques pour retenir celles qui sont communes et celles qui sont moins communes. Et après se poser la question, il peut y avoir une fonctionnalité moins commune, mais pour lesquelles l'enjeu business est tel qu'on va la faire quand même. Il y a aussi un sujet, on va dire, d'ordre technique. Alors, je suis responsable de l'ingénierie, donc forcément, je vois le côté technique de ces demandes-là aussi. Je pense qu'une des clés, ça peut être aussi d'avoir une architecture applicative qui soit suffisamment flexible. Et on en revient à l'adoption de standards et d'interopérabilité de tout à l'heure. Si vous avez un modèle informatique qui est un modèle un peu pivot sur lequel on peut facilement se raccrocher, ça va complexifier votre logiciel, mais ça va vous permettre derrière d'être plus facilement customisable. Et donc moi je dirais il y a un intermédiaire entre la configuration et le développement spécifique, c'est la customisation. C'est comment on a un comportement qui est légitimement variable d'un utilisateur à l'autre. Et je pense que c'est ces fonctionnalités-là qu'il faut arriver à identifier pour les installer et pas rentrer dans le spécifique. Parce que le gros problème, c'est que des fois, vous allez avoir des utilisateurs, ils vont venir vous voir avec un fonctionnement spécifique, mais qui n'est que la numérisation de leur fonctionnement à eux, actuel, mais qui est peut-être pas idéal. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des fonctionnements un peu viciés, parce que ce sont l'adaptation directe de fonctionnements et de process humains qui eux-mêmes étaient un peu défaillants. Moi, je suis un grand partisan de la configuration par rapport au développement spécifique. Je pense que quand on veut être à l'échelle, à un moment, il faut arriver... le gros enjeu, c'est de repérer ce qui est... ce qui tient du spécifique à de ce qui est déployable à l'échelle. Et c'est important de bien avoir ça en tête. Ce qui implique de parfois devoir dire non à certains clients sur des demandes. C'est ça. Oui, ça doit arriver, mais après, encore une fois, je pense que c'est une demande n'est pas forcément justifiée. Et souvent, si jamais on arrive à le faire dans 80% des cas et qu'il y a 20% qui ne s'adaptent pas, on peut peut-être arriver à les faire switcher, quoi. Mais d'où l'enjeu d'accompagnement, d'avoir des gens qui accompagnent les usages, qui déploient les usages, qui font de la formation. C'est difficile, mais je pense que c'est nécessaire. Et je pense qu'à partir du moment où on écoute et qu'on comprend le besoin, même si on leur dit là, aujourd'hui, ça me paraît trop spécifique pour qu'on l'intègre à la roadmap, ça permet de désamorcer la frustration qu'il peut y avoir d'avoir un éditeur qui ne met pas à jour sa solution telle qu'on le voudrait. Et il y a des bonnes surprises, c'est-à-dire il y a des choses qui nous paraissent pas envisageables, et puis 6 mois plus tard, on a eu 5 autres besoins qui d'une manière ou d'une autre peuvent être adressés de la même façon, et on revient vers eux avec une réponse, et ça crée une confiance très positive pour la suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va vous souhaiter bon appétit, bon salon, et merci beaucoup d'avoir été présent pour cet atelier.